Alors merci messieurs pour votre participation. L'objectif de cette séance, c'est de pouvoir se projeter un petit peu sur l'utilisation de la blockchain pour vous, gérants de fortune indépendants, mais aussi pour les banques à horizon 2030. On a vu depuis 2009 et les débuts de la blockchain, notamment avec les usages liés à Bitcoin de 2009 à 2019, que ça a fait beaucoup parler, qu'il y a eu un monde qui était peu institutionnel pendant cette période-là. Et puis finalement, depuis 2019, on a eu les premières licences FINMA avec des banques spécialisées dans ce domaine, 2 banques en Suisse. Et ensuite, en 2020, une première initiative de banques privées, une douzaine de banques privées qui se sont réunies pour créer la Blockchain Association for Finance. Et j'aimerais commencer par ce point-là, Monsieur Pelé, pour avoir la perspective, en tant que membre du board de la Blockchain Association for Finance, de cette association, ce qu'elle souhaite mettre en place, et notamment ce qu'elle souhaite mettre en place pour les gérants de fortune indépendants qui sont réunis aujourd'hui. Merci Vincent pour la question. Alors, on va peut-être commencer par le départ. Pourquoi la BAF ou la Blockchain Association for Finance? Au départ du projet, vous l'avez déjà entendu plusieurs fois, le projet We Can Comply, c'est un projet qui est le premier projet collaboratif en Suisse qui a associé différents acteurs de la place financière, à savoir des banques, mais également des gérants de fortune externes et une fintech, en l'occurrence We Can Group, qui, elle, détenait la technologie blockchain. Et le but de ce projet, ça a été de créer cette plateforme qui aujourd'hui est parfaitement en vitesse de croisière. Mais on s'est très vite rendu compte qu'il fallait qu'on l'encadre avec une association à but non lucratif pour pouvoir répondre aussi aux besoins évolutifs des gérants de fortune indépendants et également des banques dépositaires, et puis évoluer en fonction de l'évolution réglementaire. Et c'est clair que ce n'est pas une fintech qui, elle, détient la connaissance de la technologie, soit-elle prometteuse, la blockchain, qui va pouvoir faire évoluer cette plateforme en fonction des évolutions réglementaires. Donc on a créé cette Blockchain Association for Finance, auquel participent les membres de la plateforme We Can Comply, et avec un board qui est représenté par une représentante des gérants de fortune externes, mais également les 3 banques dépositaires qui étaient à l'origine du projet, donc à savoir la banque Edmond Rothschild, représentée à côté de moi par M. Longini, mais également Pictet et Lombardier. Et il était aussi assez évident qu'il nous fallait avoir un chairman du board qui soit une experte en fait, dans le domaine de la veille réglementaire, qui soit une experte aussi reconnue dans le monde des gérants de fortune externe. Et on a la chance d'avoir comme chairman du board, d'avoir Maître Dara, que j'ai vu dans la salle il y a quelques instants, qui effectivement, elle nous permet d'avoir ce suivi de cette veille réglementaire. Maintenant, c'est un projet évolutif, tant d'un point de vue de l'association que également d'un point de vue de la plateforme. Et aujourd'hui, on envisage de pouvoir l'étendre aussi aux trustees qui vont avoir exactement les mêmes besoins, puisqu'ils sont aussi régulés maintenant par la FINMA. Et probablement aussi, on peut imaginer que dans un futur, cette plateforme puisse évoluer vers une sorte de passporting pour le client final. Aujourd'hui, on se concentre sur une sorte de passporting ou d'onboarding pour le gérant de fortune externe. Mais demain, il est tout à fait imaginable qu'on ait un passeport digital pour le client final. Et au lieu d'aller se présenter dans chacune de ces banques, finalement, y raconter sa vie de nouveau, il peut la loger de manière décentralisée sur une plateforme basée sur la technologie blockchain. Merci Laurent. Alors, Monsieur Hirschi, ce matin, vous nous avez présenté les évolutions réglementaires, les statuts notamment en termes de demande de licence de la part des gérants. Quelle est votre réaction à ce type d'initiative du marché où on voit les banques qui se mettent ensemble pour essayer finalement de faciliter la vie des gérants de fortune indépendants en utilisant cette technologie ? Merci beaucoup de m'accepter aussi de parler non seulement sur la réglementation, mais aussi sur l'innovation technologique qui est au centre aussi de la préoccupation de la FINMA. Nous, on salue toute initiative qui vient du privé, qui englobe un peu cette innovation technologique, parce que si vous voulez, au centre de notre attention, quand on traite de l'innovation technologique, c'est la neutralité dans l'approche. C'est-à-dire qu'on regarde si des initiatives ou des innovations technologiques permettent à arriver au même but réglementaire, c'est-à-dire établir la compliance ou faire un processus qui est prévu par la loi ou la réglementation, si tel est possible par un moyen technologique et il est considéré sûr,
il est équivalent dans la réglementation que le processus basé sur papier. Donc on salue évidemment toutes ces initiatives qui peuvent augmenter la compétitivité, l'efficacité des intervenants dans la place financière. Parlons généralement de la blockchain. Je crois qu'il y a un potentiel énorme là-dedans. On a tout un nombre de domaines dans le monde bancaire qui peut potentiellement être affecté. Trade finance, par exemple, un exemple qui est souvent cité, qui est important à Genève aussi, parce que c'est des processus largement basés sur papier, qui peuvent être digitalisés, et qui peuvent être rendus beaucoup plus efficaces. Et encore dans le settlement des négoces, hein, donc toutes les contreparties centrales qui aujourd'hui gèrent ou qui font, dans la conséquence, des risques de crédit pour le settlement. Tout ça peut être évité en utilisant la blockchain. Donc beaucoup de choses, c'est peut-être encore un peu dans le futur, mais nous, on regarde ça de très près et on est en général supporteur à ces initiatives et on est en communication très étroite avec l'industrie. Merci. Monsieur Longhini, donc vous aviez été cité par Monsieur Pellet comme étant également partie prenante de cette initiative, la Blockchain Association for Finance. De votre point de vue, quelle est la vision de la banque Edmond Rothschild par rapport à l'utilisation de ces technologies blockchain? Alors, je pense globalement, on a souhaité être associé très très tôt parce qu'on pense que c'est quelque chose qui est essentiel à l'évolution de notre métier et qui le sera à long terme. Donc pour nous, c'était essentiel d'y être très tôt. D'un point de vue d'une banque privée comme nous, je pense que la blockchain a un effet disrupteur, pour utiliser un mot du 21e siècle, qui est essentiel parce que les échanges vont se retrouver en partie dématérialisés. Les données, on va parler beaucoup des données, vont être aussi décentralisées. Et l'ensemble de la chaîne de valeur sur laquelle reposait une grande partie du service bancaire peut, à terme, se retrouver finalement assez différente d'aujourd'hui. Donc pour nous, on parlait de l'impact de la blockchain à 2030, c'est un impact majeur qu'on essaye d'anticiper. En essayant justement de participer à des initiatives comme celle-là, mais aussi en travaillant sur nos systèmes pour pouvoir se connecter aux différents types de blockchain. On n'est pas des grands fanatiques de crypto, au sens large du terme. Je pense qu'on essaye de bien faire la différence entre cet aspect un petit peu spéculatif ou un peu plus difficile à appréhender. Par contre, la technologie blockchain et ce qu'elle va apporter, pour nous, est très importante. Elle est importante dans la gestion des données. On l'a dit tout à l'heure, il y a un sujet majeur dans tout ça, c'est la confidentialité. C'est ce sur quoi repose une grande partie de notre métier, surtout ici en Suisse. Et donc, arriver à passer à cette technologie, prendre en compte tous les avantages qu'elle peut avoir, tout en garantissant ces sujets de confidentialité, c'est un sujet essentiel, surtout si on commence à se dire qu'à terme, les clients pourraient finalement mettre leurs données à disposition des différents interlocuteurs. Donc ça, c'est un élément très important. Les relations avec les intermédiaires, nous, on est des plateformes aujourd'hui, c'est notre rôle. On est des plateformes qui assurent un dépôt sécurisé à nos clients et qui assurent un accès à des marchés qui sont, eux, centralisés aujourd'hui. Là, on part dans une technologie potentiellement qui va arrêter ou qui pourrait mettre à risque ces deux rôles essentiels qui sont d'être un interlocuteur, un dépositaire et une plateforme d'accès à des marchés, puisque ces choses-là seront accessibles beaucoup plus facilement. Donc pour nous, c'est des changements essentiels et qu'on essaye d'anticiper dans l'optique de 2030 ou avant. Et puis le dernier point qui est très essentiel pour une banque, nous sommes une banque et un asset manager, et on a notamment une partie d'activité dans le domaine de l'illiquide, c'est-à-dire private equity, real estate, club deal, qui est très importante pour nous. Et dans ce domaine-là, c'est le domaine où la tokenisation de ces solutions-là est quelque chose qui est déjà en cours. On a déjà vu des Picasso tokenisés. Donc, clairement, les club deals ou les deals real estate et autres sont des choses qui, pour nous, dans notre domaine, qui est un domaine important pour Edmond Rothschild, doivent être considérées et peuvent être un développement très important. Donc, il faut l'anticiper et c'est ce qu'on essaye de faire en ce moment.
Alors, Monsieur Bonin, vous représentez une banque internationale qui a beaucoup investi, notamment sur cette partie tokenisation. On en parlait en préambule et en organisant cette séance, en disant que c'était peut-être pas pour 2030, mais pour aujourd'hui. Quelle est votre vision et la vision de la banque sur cet aspect, sur notamment la tokenisation? Merci, merci Vincent. Effectivement, Société Générale a été un des pionniers sur l'approche de la technologie blockchain depuis maintenant plusieurs années, puisqu'elle a créé une filiale qui s'appelle Forge, qui est justement dédiée à l'émission sous base de tokenisation d'actifs tangibles. Je pense que la technologie blockchain, qu'est-ce que ça apporte aujourd'hui? Ça apporte la possibilité finalement de numériser un actif tangible avec une sécurité accrue, une plus grande fluidité et avec des coûts réduits. Donc mécaniquement, dans le domaine financier, c'est un élément non négligeable. Et de ce fait, le fait de tokeniser des actifs tangibles fait partie intégrante de notre métier et de notre capacité d'accompagner cette transformation. Donc le sujet n'est pas de se dire est-ce que la technologie blockchain est un sujet d'avenir? C'est un sujet aujourd'hui qui va se développer de plus en plus dans un certain nombre d'actifs. Et notamment, Michel le précisait, il a totalement raison, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait imaginer très rapidement, et des établissements le font déjà, et nous on y travaille, la possibilité effectivement de tokeniser, c'est-à-dire de rendre numérique des actifs non liquides, comme l'immobilier, comme les œuvres d'art, comme les parts de société, et donc dans ce cadre-là, assurer une plus grande sécurité, une plus grande fluidité dans le cadre d'une approche de gestion de fortune. On peut tout à fait imaginer dans quelques temps ou quelques années un groupe familial voulant transmettre à ses enfants, vouloir tokeniser une partie de ses titres pour assurer une fluidité dans les membres de la famille, une plus grande répartition dans les années qui viennent, en totale sécurité et en écosystème fermé. Donc ça, c'est un élément, j'ai envie de dire, la tokenisation, c'est un élément qui aujourd'hui va devenir notre quotidien. Voilà. Il faut avoir en tête cet élément-là. Et moi, j'insisterai sur un point, parce qu'effectivement, Michel en a parlé sur les crypto-monnaies. On confond assez souvent la technologie blockchain et puis les crypto-monnaies. Je vous rappelle que l'écosystème des crypto-monnaies est souvent lié à la technologie blockchain. C'est une rémunération finalement du maintien de ces technologies blockchain par les mineurs notamment, qui donc sont rémunérés pour entretenir cette technologie. Eh bien, on peut être tout à fait sur une technologie blockchain comme Ethereum, ce que fait Société Générale pour les émissions obligataires, sans pour cela être pour l'Ether, qui est la rémunération de cette technologie, qui est la crypto-monnaie, qui est liée à la plateforme Ethereum. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la crypto-monnaie, souvent, c'est un écosystème totalement indépendant, sans contrôle, sans régulation, très volatile. Et donc c'est vrai que c'est difficile de se positionner sur les crypto-monnaies en tant que telles. Pourquoi? Parce que on a beaucoup de difficultés à avoir les origines de capitaux, on a difficulté à pouvoir savoir les anticipations de marché, donc il faut être vigilant sur ce point. Mais la notion de crypto-monnaie, ce n'est pas quelque chose qui est un gros mot, c'est quelque chose qu'on doit vivre aussi avec cet écosystème-là. Et la crypto-monnaie, c'est quelque chose qui, dans notre quotidien, va devenir notre lot à tous. Et notamment, on parle de plus en plus des stablecoins. Alors qu'est-ce que c'est qu'un stablecoin? Rapidement, c'est simplement l'émission d'une crypto-monnaie, mais qui est garantie par un actif tangible. Donc ça lui donne une contre-valeur. Ce n'est pas un écosystème indépendant. Donc les monnaies centrales s'y mettent. Nous, on a fait notre première émission numérique de monnaie digitale pour la Banque de France. Donc ce sont des écosystèmes de crypto qui vont servir des monnaies d'échange. Donc on n'est pas en train de dire que la crypto-monnaie n'est pas effectivement en soi quelque chose qu'il ne faut pas faire. Il faut simplement la faire dans un encadrement. Et donc ça, il faut être en veille active. Et dans tous les métiers que vous faites en matière de gestion de fortune, il faut effectivement regarder avec beaucoup d'attention si je suis exposé directement, si je suis par exemple sur un dérivé d'une crypto, un ETP par exemple, si effectivement je veux être sur ce marché, comment j'en assure une forme de sécurisation. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'évolutions qui sont en cours et il faut être très attentif à l'ensemble de ces évolutions technologiques. Merci. Alors Laurent, vous signiez la semaine dernière, je crois, un papier pour dire qu'effectivement aussi les crypto-monnaies étaient d'actualité, notamment avec la rémunération en partie d'un footballeur. Est-ce que vous avez un mot à dire sur ce point? En fait, c'était un parallèle pour dire que, et c'est totalement vrai, il y a souvent de la confusion entre la crypto-monnaie et la technologie qu'elle utilise, à savoir la blockchain. Et j'ai écrit un papier, effectivement, qui faisait un parallèle entre le fait que les banques centrales viennent dans la crypto-monnaie, mais effectivement par le biais que Franck Bonne a mentionné, et puis la première transaction
qui concernait Lionel Messi, pour tous ceux qui regardent le foot, je pense que vous avez suivi, qui a été payé sous forme de token. En fait, ce que ça veut dire, c'est que c'est pas simplement un effet de mode. Il y a eu plein d'effets de mode dans l'industrie financière, on en a vécu plein, qui ont disparu aussi rapidement qu'ils sont arrivés, mais là, c'est un vrai trend. Et un de mes collègues disait très justement, je pense que la finance telle que nous la connaissons, elle ne sera plus du tout la même chose demain. Ce sera de la finance décentralisée. Et la blockchain offre effectivement beaucoup de possibilités. Imaginez les paiements internationaux. Aujourd'hui, quand un client veut faire un paiement international, il va générer son ordre. La banque doit l'enrichir, ça va utiliser 2 ou 3 personnes, et ça va prendre 1 ou 2 jours, voire 3, ça dépend. Et puis il y aura le paiement qui va partir. Avec la blockchain, en fait, en un clic, ça peut prendre 3 secondes. Il n'y a plus d'intermédiaire, le paiement il est parti à l'étranger, de manière totalement sécurisée. Et sur le principe de la blockchain, à quelque part, sans aucune possibilité d'enlever la trace ou d'altérer la donnée liée à cette transaction. Aujourd'hui, la blockchain ne se résume pas uniquement aux crypto-monnaies. Les crypto-monnaies l'utilisent. Chez Lombardier, exactement comme mes collègues, on n'est pas totalement conquis par les crypto-monnaies parce que ça reste de l'offre et la demande, c'est extrêmement volatile. Ceci étant dit, on se doit de suivre cette technologie également. Il y a en tout cas cette classe, entre guillemets, d'actifs, si on veut l'appeler comme ça. Et c'est aussi pour ça qu'on a investi très rapidement dans une société qui s'appelle Taurus à Genève, pour principalement gagner de la connaissance. Parce qu'il y a un fait aussi, c'est que même si on s'y intéresse de manière assez éloignée chez Lombardier, la réalité, c'est qu'il y a des clients qui veulent quand même investir dans les cryptos, et de plus en plus. Donc on ne peut pas rester complètement éloigné non plus de cette, entre guillemets, classe d'actifs. Merci. Alors, on voit que la Suisse a toujours été compétitive, notamment pour les gérants de fortune indépendants, mais aussi sur la blockchain. Très tôt, la Suisse a eu les premières fondations liées au mécanisme blockchain. Comment voyez-vous l'évolution de cette compétitivité de la Suisse entre le monde des gérants de fortune indépendants et puis ces évolutions technologiques majeures qui nous amènent vers de la décentralisation et potentiellement dans ce qu'on entend de la désintermédiation sur certains métiers? Est-ce que M. Langhini, vous voulez répondre? Oui, je pense que souvent, c'est le besoin qui crée l'évolution. Donc aujourd'hui, on a la chance d'être dans un écosystème en Suisse qui a besoin de s'adapter parce que les clients le demandent. On a beaucoup de clients internationaux, etc., qui nous demandent un certain nombre de services dans ce domaine-là. On a des intermédiaires, bien sûr, dans cette salle qui sont aussi exigeants et qui veulent intégrer de plus en plus ces capacités, ces outils dans leur offre, parce que ça fait partie de leur efficacité et de leur adaptation aux besoins de cette génération. Et on a aussi, au niveau régulateur, quelqu'un qui est à l'écoute, puisqu'il y a aussi des réglementations, des lois qui sont votées, peut-être en avance sur beaucoup d'autres pays. Donc, je pense qu'on a l'avantage d'un écosystème qui a besoin de ces évolutions, qui peut les adapter grâce à un contexte réglementaire qui s'ajuste et une base d'actifs qui justifie l'investissement pour un certain nombre d'acteurs. Donc globalement, je pense qu'on est plutôt bien positionné avec des challenges énormes parce que le jour où on devra rendre compte à nos clients sur un même statement ou sur un même d'actifs tokenisés qu'il faudra valoriser, être certain, etc. On a des énormes challenges, mais je pense qu'on a la masse, le contexte et le support réglementaire qui nous permet d'être plutôt en avance. Avant d'aborder le point réglementaire, Monsieur Bonin, comment vous voyez par rapport à l'échiquier international cette compétitivité suisse? Est-ce qu'elle est affirmée pour vous ou est-ce que des exemples comme Forge, qui, il me semble, sont plutôt en Europe et plutôt orientés vers le Luxembourg, montrent que cette compétitivité peut être remise en question ou que l'échiquier peut en tout cas être très compétitif? Alors moi, je vais dire très honnêtement, je suis impressionné par l'attitude des autorités suisses dans la façon de pouvoir appréhender ces sujets quand même particulièrement complexes et technologiques dans l'évolution de la finance de demain, en fait. Et c'est vrai que d'avoir créé un cadre réglementaire très bien ficelé et qui a été très simplifié récemment d'ailleurs, et puis également d'avoir une bourse qui a été aussi dynamique dans la capacité aussi, via SIX, de pouvoir
encadrer ou en tout cas donner la possibilité de gérer l'aspect transactionnel, on est sur un des pays les plus novateurs au niveau international sur ces technologies. Et novateur sur ces technologies avec un cadre réglementaire. Je pense que c'est ce qui fait la différence aujourd'hui, et je pense que c'est très important, c'est que ce qui va faire qu'il va y avoir un boom, c'est cet encadrement réglementaire. C'est permettre aussi aux investisseurs, aux clients, de pouvoir faire ces opérations à moindre coût, avec une plus grande sécurité, des opérations qui sont le futur de la finance. Et ça, c'est un élément important. Quand les régulateurs prennent le pas, en tout cas décident de s'intéresser à ces sujets, eh bien, je pense que là, on passe un sacré cap. Et ça permet aussi de pouvoir séparer les bonnes actions des mauvaises. Et donc, ça veut dire que le régulateur prend conscience de l'intérêt de cette technologie. Et je pense que la Suisse est très en avance. Et d'ailleurs, si ça a été un des précurseurs, aujourd'hui l'Allemagne, demain et depuis peu la France et les Pays-Bas, on voit bien que ça commence à avancer. On voit bien que même les États-Unis sont moins en avance que l'Europe sur ce sujet, et donc plus réticents, parce que justement, il y a des enjeux de contrôle internationaux qui jouent, hein, c'est de la géopolitique après, mais on voit bien que dans cet écosystème, la Suisse est vraiment très en avance, et on a la chance, j'ai envie de dire, de pouvoir bénéficier de cette avance technologique. C'est vrai qu'en Suisse, on a été l'un des premiers pays à avoir une régulation sur l'émission des jetons numériques en 2018, et puis une loi DLT qui est entrée en vigueur entièrement cette année. Monsieur Hachi, est-ce que vous voulez dire un mot un petit peu de cette loi, de ses évolutions, et surtout de ce qu'elle va permettre aux professionnels qui sont aujourd'hui dans la salle? Merci, mais je peux répéter ce qui était dit. Je crois que la loi DLT, elle va permettre justement la tokenisation des actifs, c'est-à-dire c'est pas si vous voulez, un revirement fondamental de la loi suisse sur les propriétés, mais ça permet de mettre à pied égalitaire les droits, le négoce de droit sur le registre distribué avec le négoce de droit basé sur des titres comme il était avant. Donc, si vous voulez, ça évite toute problématique de juridique dans le futur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, la tokenisation des assets qui est basée largement là-dessus sera possible et il n'y aura aucun doute qu'une partie d'un asset qui est tokenisé appartient à la personne qui la détient. Donc, c'est vraiment le cadre réglementaire qui a été fait. Au-delà de ça, je crois qu'en Suisse, on est toujours principle-based, donc on ne va pas tomber dans le piège d'aller réglementer d'ores et déjà et avant tout le fait, tous les différents aspects du secteur financier, mais on reste principle-based et puis, comme je disais avant, neutre en matière de technologie. Peut-être un dernier mot sur les risques, si vous permettez, parce que toute nouvelle technologie aura aussi des risques. Aujourd'hui, une partie des risques, on les connaît. Évidemment, cyber, confidentialité des données. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais je crois qu'il y a un certain nombre de risques qu'on ne connaît peut-être même pas encore aujourd'hui. Donc, je n'étais pas régulateur si je ne voulais pas évoquer le côté risque sur ça. Et ça restera évidemment à nous d'accompagner cela. Et il y a aussi un risque pour le régulateur, c'est le know-how. Aujourd'hui, on engage des gens qui sont experts en comptable, experts de la surveillance et tout ça, et on engage très peu de gens encore qui sont experts en technologie. Et je crois que d'ici 20 ans, ça sera probablement l'inverse. On engagera plus de gens technologiques que des réviseurs. Merci. Alors peut-être une dernière question pour tous, parce que finalement on voit depuis le début des discussions qu'on a un titre qui nous projette en 2030, donc on se projette vers le futur, mais à vous entendre, on a l'impression que c'est déjà des cas d'usage, en tout cas plusieurs cas d'usage qui sont déjà présents aujourd'hui. Quelle est votre perspective par rapport à ça? Est-ce que vous voyez des cas d'usage qui sont déjà présents et qui pourraient être utilisés par les personnes aujourd'hui, ou à l'inverse, certains vont mettre beaucoup plus de temps parce qu'il y a de la complexité, il y a des choses à appréhender et que ces aspects-là vont prendre probablement plus de temps? Franck, vous voulez commencer? Moi, je vais très rapidement en cas d'usage. On a fait la première émission il y a 2 mois de produits structurés en natif, donc de tokenisation. Ça permet de faire finalement en matière de smart contracts des contrats et en matière de term sheet très simples, avec des coûts réduits, et donc d'assurer une totale, je dirais, fongibilité et traçabilité de ces opérations. Donc c'est un cas d'usage qui est très récent. Voilà. Merci. Monsieur Longhini? Oui, enfin, nous, on a le cas d'usage le plus important pour l'instant, je crois que vous connaissez bien. Donc, effectivement, c'est aussi de mettre en commun avec nos partenaires gérants externes toute cette partie de documentation qui est une première voie vers justement la dématérialisation,
la dématérialisation de toutes ces données. Donc c'est un cas très très concret et très important qui peut aller ensuite vers des choses plus importantes côté dématérialisation des données clients, ce qui est un vrai sujet. Et je pense que c'est très important de maîtriser les risques associés à ces différentes nouvelles technologies. Donc je pense qu'elles arriveront toutes dans un certain temps. Il faut être capable, au niveau d'une infrastructure, de rendre compte, de valoriser, d'assurer tout le service qu'une banque doit faire. Donc il y a des initiatives, il y a des tokenisations très intéressantes sur beaucoup de domaines. Et je pense qu'il faut, au niveau des infrastructures, être capable de faire notre métier. Monsieur Hirschi, pour terminer peut-être le tour de table, de votre point de vue, le sujet le plus actuel, ce serait lequel ? Oui, c'est difficile à dire. Je crois qu'on voit un certain nombre de projets qui se situent effectivement dans le domaine de tokenisation d'actifs. Stablecoins a été nommé compliance. On est en discussion. Donc, on voit beaucoup de sujets à venir. Donc, je dirais qu'il n'y a pas un seul sujet qui est plus important que l'autre. Mais une chose est certaine, c'est en train de se développer. Et puis, on va accompagner tous ces projets très étroitement. Parfait. Monsieur Pellet, le mot de la fin. Oh, c'est gentil. Hein. Je ne sais pas ce qu'il reste à rajouter. Mais... Non, alors concrètement, Michel Longhini l'a dit, hein, il y a le projet We Can Comply. Ça, c'est plus que concret puisque c'est live. Et puis, chez Lombard-Odier, il y a 2 ans, on avait fait la première transaction obligataire sur base blockchain. Donc, effectivement, je pense que 2030, c'est très éloigné, alors que c'est tout à fait réel et concret déjà aujourd'hui. Merci à tous. Merci Vincent Pignon, que j'ai oublié de présenter tout à l'heure, donc fondateur et CEO de We Can Group, vous le connaissez tous. Il est également directeur exécutif du programme blockchain chez Créa. Merci à tous.